Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice sur le marqueur ED, exercice que j'ai donné en session de rattrapage à des licences troisième année. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de lire ce texte chez vous, tranquillement, et ensuite, une fois que vous aurez lu le texte, cherchez à répondre à la question qui est: pouvez-vous analyser linguistiquement la forme soulignée? Eh bien, revenez écouter la suite de la vidéo pour voir comment aborder ce genre de segment souligné. Alors, je vous donne le texte tout de suite. C'est donc un extrait d'Elizabeth George. Elizabeth George, ici, dans The Punishment She Deserves, et j'ai souligné was dans la fin du paragraphe. Alors, je vous conseille de lire très attentivement le contexte. C'est d'ailleurs le premier conseil que je vais vous donner quand on vous donne un segment souligné à analyser. La première chose à faire, ce n'est pas de vous précipiter sur le segment, mais bien de lire le texte, essayer de bien comprendre qui parle, qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, avant de vous lancer sur l'étude plus précise du segment. Je vous laisse donc procéder à cette lecture et à cette étude et je vais faire le corrigé dès que vous serez prêt, c'est-à-dire maintenant, si vous avez arrêté la vidéo. Alors, comme vous le savez, quand on a un segment souligné, il faut, que ce soit au CAPES ou à l'agrégation, faire la description du segment. Donc ici, c'est très facile. Was, c'est le verbe lexical be plus le marqueur ED. Alors déjà, c'est bien le verbe lexical, pas l'auxiliaire. On va parler de l'auxiliaire be seulement quand il sera associé dans un syntagme verbal à un autre verbe, un verbe lexical dont il sera en fait l'aide, c'est-à-dire qu'il aidera à la conjugaison du verbe lexical. Si vous rencontrez be, comme ici, tout seul, sans verbe lexical, cela signifie que c'est be le verbe lexical. Donc là, nous avions bien le verbe lexical be qui portait le marqueur ED. Il faut voir qu'il est dans une phrase dans laquelle son sujet est le syntagme nominal her head, syntagme nominal qui est composé du déterminant possessif her et du nom head. Je le précise, mais dire simplement syntagme nominal sujet suffirait. Et attention, Mazé n'est pas complément d'objet direct de be. Ce serait vraiment une grossière erreur de dire ça. C'est l'attribut du sujet ahead, puisque c'est un adjectif. Or, après be, qui est un verbe d'état, vous ne trouvez pas un COD, mais un attribut du sujet. Et de plus, un adjectif ne peut jamais être complément d'objet direct parce que COD, c'est une fonction qui est occupée par des syntagmes nominaux ou éventuellement des propositions subordonnées nominales, jamais par un adjectif. Donc à partir du moment où vous trouvez un adjectif après be, vous avez deux raisons d'arriver à la conclusion qu'il occupe la fonction d'attribut du sujet et non pas de COD. C'est une erreur de dire que c'est un COD. Alors, ne dites pas que le syntagme souligné, c'est le syntagme verbal de la proposition principale. Non. Pour avoir une proposition principale, il faut qu'à l'intérieur de cette proposition, il y ait une proposition subordonnée. Or, ici, regardez bien, dans la phrase qui commence à after et qui finit à anyway, eh bien, vous avez en fait seulement deux syntagmes verbaux et ces deux syntagmes verbaux permettent à deux propositions de s'organiser, mais ces deux propositions, after all, her head was muzzy, d'une part, et when had she last taken sick day anyway, ces deux propositions sont en fait coordonnées
par la conjonction de coordination and. Donc ici, en fait, vous avez affaire à une phrase qui est composée. Ce n'est pas une phrase complexe contenant une proposition principale avec une ou plusieurs subordonnées à l'intérieur de cette principale. C'est une phrase qu'on appelle composée parce qu'elle contient deux propositions indépendantes, en fait, qui sont coordonnées par la conjonction and, par la conjonction de coordination and. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la deuxième proposition indépendante, je le précise, même si ici il n'était pas indispensable de le dire, cette deuxième proposition indépendante, c'était en fait une interrogative, une question introduite par l'adverbe interrogatif when. Mais attention, ça n'en faisait pas une subordonnée nominale interrogative indirecte. Non, du tout. C'était bien une question qui apparaissait dans une proposition indépendante. Elle n'est subordonnée à aucune autre proposition, cette proposition interrogative. Donc c'est une indépendante interrogative, ça existe. Et on voit qu'elle finit par le point d'interrogation, ce qui est un élément qu'il ne fallait pas manquer. Il fallait aussi voir l'inversion entre l'auxiliaire have et son sujet she. Pourquoi fallait-il voir tout cela? Parce que si vous lisez bien cet extrait, vous apercevez que nous avons un narrateur qui focalise son attention sur le personnage désigné par le pronom personnel she, et ce narrateur, par endroit dans le texte et tout particulièrement dans la phrase où notre segment est souligné, ce narrateur reformule au discours indirect libre les pensées qui agitent l'esprit du personnage féminin désigné par she. Donc, il fallait vraiment, c'était indispensable, bien voir que was apparaissait dans une phrase qui relevait du discours indirect libre. Pas du discours indirect, parce qu'on n'a pas she thought that her head was muzzy and wondered when she had last taken a sick day. Non, vous n'avez pas, en d'autres termes, une proposition subordonnée nominale qui serait complément d'un verbe introducteur de pensée ici. Vous avez, en quelque sorte, accès directement aux pensées du personnage she, sauf que si c'était du discours direct, nous n'aurions pas her head was, mais my head is. Donc, ici, il fallait bien identifier le plan d'énonciation, c'est-à-dire le fait que vous aviez affaire non pas à du récit, mais dans cette phrase, à du discours indirect libre. Vous aviez des indices. After all, il est un signe d'oralité, le point d'interrogation à la fin de la phrase, l'inversion typique d'une question directe normalement entre l'auxiliaire have et son sujet she. Donc tout cela permettait de comprendre, associé au fait que nous avons de la troisième personne et le marqueur du prétérit, tout cela permettait de comprendre que nous avions affaire à du discours indirect libre, il faut le dire d'emblée dès l'introduction, mais on va revenir là-dessus dans l'analyse. Alors, quelle est la problématique, l'enjeu linguistique d'un tel segment? Tout simplement de déterminer si le marqueur ED a une valeur de rupture modale ou une valeur de rupture temporelle. Vous savez que le marqueur ED peut avoir soit une valeur de rupture modale, soit une valeur de rupture temporelle. Bien. En analyse, que faut-il dire? Eh bien, dans un premier temps, il est important de définir les moments qui sont en jeu, les moments qui vont nous permettre de faire une analyse linguistique précise. Le texte a pour origine ce que l'on appelle un narrateur, à ne pas confondre avec l'auteur, Elizabeth George. Le narrateur est la personne qui est censée raconter cette histoire et qui reformule les propos, les pensées du personnage désigné par le pronom personnel she. À ce narrateur qui est donc l'énonciateur, c'est le narrateur qui énonce, qui est à l'origine de l'énoncé
after all her head was muzzy, l'énonciateur, donc narrateur, se voit associé à un moment d'énonciation. Le moment d'énonciation, ce qu'on appelle le moment d'énonciation. Et faites attention à l'orthographe, ça s'écrit E-N-O-N. Il y a un seul N. Le moment d'énonciation, c'est précisément le moment où le narrateur, l'énonciateur narrateur, raconte les aventures, les pensées de She. Et donc, nous avons ce moment d'énonciation, d'une part, et d'autre part, puisque nous sommes dans du discours indirect libre, il faut que nous prenions en considération ce qu'on va appeler le moment d'assertion, c'est-à-dire le moment où le personnage féminin s'est dit « My head is muzzy ». Le moment où cette pensée a traversé l'esprit du personnage féminin, c'est ce qu'on appelle le moment d'assertion. L'asserteur, la personne responsable de l'énoncé « My head is muzzy », ce n'est pas le narrateur, ce n'est pas l'énonciateur narrateur, c'est le personnage She. Mais ici, vu qu'on a du discours indirect libre et non pas du discours direct, le personnage She perd le statut d'énonciateur. Il serait énonciateur si nous avions du discours direct. Il serait à la fois asserteur et énonciateur. Là, à l'intérieur du discours indirect libre, l'énonciateur, c'est le narrateur qui reformule indirectement les pensées du personnage féminin, et l'asserteur, c'est précisément le personnage à l'origine de ces pensées, responsable de ces pensées. Et donc, nous avons un asserteur qui est le personnage féminin, asserteur auquel est associé un moment d'assertion qui est précisément le moment où les pensées en question lui traversent l'esprit. Ici, il est facile de voir en fait que au discours direct, nous aurions eu quelque chose comme My head is muzzy. Entre guillemets, avec, juste après, quelque chose comme un petit passage de récit, une petite portion de récit, She told herself. C'est-à-dire que au discours direct, nous aurions de la première personne et du temps présent. Puisqu'au discours direct, le moment d'énonciation, ce serait le moment d'énonciation du personnage féminin. Au discours direct, c'est le personnage féminin qui est l'énonciateur et l'asserteur. Donc, moment d'énonciation, moment d'assertion se confondent, et le moment de l'énoncé, qui est le moment où effectivement la relation prédicative her head be muzzy, moment où cette relation prédicative est validée, eh bien, ce moment de l'énoncé est identique au moment d'assertion. C'est un état, ce n'est pas une action. C'est un état qui est valide au moment d'assertion, au moment d'énonciation du personnage féminin dans du discours direct. Cela signifie que puisque l'on trouve le marqueur ED et la troisième personne sur le déterminant possessif quand on a du discours indirect libre, eh bien ce marqueur ED et cette troisième personne sont dus précisément au plan d'énonciation, au changement de plan d'énonciation, à l'emploi par le narrateur de discours indirect libre plutôt que de discours direct pour rendre compte des pensées du personnage féminin. C'est un choix énonciatif. Donc, le narrateur choisit de reformuler indirectement en utilisant des déterminants possessifs de troisième personne et ici le prétérite. Il choisit de reformuler les pensées du personnage. On a donc un marqueur ED qui a une valeur de rupture, non pas modale, parce qu'il n'est absolument pas question ici de la construction d'un plan fictif. On a ici un ED qui a une valeur de rupture temporelle, puisque le moment d'assertion du personnage, le moment où ce personnage est responsable des pensées qui lui traversent l'esprit,
eh bien ce moment est situé dans le passé par rapport au moment où le narrateur reformule les propos du personnage. Et donc, on a une rupture temporelle entre le moment d'assertion du personnage féminin et le moment d'énonciation du narrateur. Parce que dans du discours indirect ou du discours indirect libre, les repérages de temps ne se font pas, comme c'était le cas dans le discours direct, par rapport au moment d'énonciation du personnage qui parle, mais par rapport au moment d'énonciation de l'énonciateur, ici c'est le narrateur, de l'énonciateur qui reformule indirectement les propos, les pensées du personnage féminin she ici. Et donc on se trouve dans un cas particulier en fait de rupture temporelle qu'on appelle la rupture énonciative. La rupture due au fait qu'on emploie le plan d'énonciation du discours indirect libre. On aurait la même chose avec du discours indirect. Donc voilà, je vous ai fait assez rapidement un commentaire linguistique de ce segment was souligné. C'est le minimum vital à dire, mais vous voyez qu'il faut procéder avec méthode pour éviter l'écueil qui consiste à ne pas voir le discours indirect libre, à considérer que c'est du récit et à simplement dire qu'il y a rupture temporelle entre le moment de l'énoncé et le moment d'énonciation. Vous ne tenez pas compte du contexte dans ce cas-là et vous avez une mauvaise note parce que on a l'impression que vous ne maîtrisez pas bien les outils linguistiques à votre disposition et que vous n'exploitez pas le contexte d'apparition du segment souligné. C'est ça qui est important en linguistique. Pour avoir des bonnes notes, il faut à la fois maîtriser la théorie, donc ça demande de la connaître, maîtriser la méthode, mais aussi savoir appliquer cette méthode et cette théorie concrètement au texte en faisant des manipulations, en expliquant très clairement les différents moments en jeu dans le texte. Et il faut bien sûr connaître vos catégories pour ne pas parler, par exemple, de propositions principales, alors qu'ici, nous avions une proposition indépendante, ou parler de subordonnée interrogative, alors qu'ici, c'était une indépendante simplement interrogative. Donc, la syntaxe de base, eh bien, vous en avez besoin dès l'introduction. Et en fait, dès l'introduction, votre correcteur voit si vous êtes bon en linguistique selon votre maîtrise de cette syntaxe de base. C'est-à-dire que si d'emblée, vous parlez de proposition principale et que vous dites que maser, c'est le COD du verbe be, on sait d'emblée, en tant que correcteur, que la maîtrise de la syntaxe de base n'est pas acquise dans ce cas-là et tout de suite, on sait que votre note risque d'être en dessous de la moyenne, voire très en dessous de la moyenne si vous ne voyez pas que vous avez affaire à un discours indirect libre. Donc voilà pour quelques petits conseils de méthodologie appliqués à un texte. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur différentes thématiques. Je crois que vous m'avez envoyé quelques idées de sujets théoriques, donc je vais essayer de utiliser quelques jours de juillet pour faire de nouvelles vidéos. À très bientôt!